L'Ukraine maintient la pression sur Moscou. Les attaques de drones persistent et les pertes se chiffrent en milliards de dollars, s'accumulant sans cesse. Dès les premiers jours de 2026, des drones ukrainiens ont commencé à survoler Moscou avec une fréquence inédite pour la capitale. Ce n'était ni un geste symbolique, ni un choc éphémère. Il s'agissait d'une campagne de pression soutenue, obligeant les défenses aériennes à s'activer encore et encore, ramenant le conflit directement dans l'espace aérien de la capitale. Sirènes, balayage radar et lancement d'intercepteurs sont devenus monnaie courante. Moscou ne réagissait plus à un conflit lointain. Elle se défendait chaque nuit. En coulisses, des estimations russes ont commencé à circuler. Dès la fin de la première semaine, les dégâts financiers étaient déjà évalués à plus de 2 milliards de dollars, et ce chiffre augmentait rapidement de jour en jour. Ces chiffres n'étaient pas définitifs, ils étaient provisoires, presque obsolètes dès leur calcul. Bienvenue sur Frontières en alerte, votre source d'analyse approfondie des conflits mondiaux. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'Ukraine a transformé la guerre en une épreuve d'endurance pour Moscou, révélant une vulnérabilité insoupçonnée au cœur du pouvoir russe. C'est l'histoire de la genèse de cette pression et des raisons pour lesquelles son coût ne cesse de grimper. Au début de l'année 2026, le rythme de la guerre a changé, et ce de manière décisive. L'Ukraine n'a pas annoncé de nouvelle campagne. Elle a simplement recommencé à frapper Moscou, sans relâche. Ce qui n'était autrefois que des raids de drones sporadiques et symboliques s'est transformé en une pression quasi quotidienne. Les autorités russes ont reconnu un nombre croissant de drones ukrainiens interceptés au-dessus de la région de Moscou dès les premiers jours de l'année. À l'échelle nationale, l'ampleur était décrite comme bien supérieure, augmentant rapidement en quelques jours seulement. Il ne s'agissait pas de chiffres habituels. Il laissait entrevoir un scénario bien plus vaste en cours de déploiement. Le message était sans équivoque. Il ne s'agissait plus d'une nuit dramatique isolée ou d'un signal politique soigneusement orchestré. L'Ukraine est passée du spectacle à la fréquence, obligeant Moscou à réagir chaque soir, à chaque alerte, à chaque balayage radar. Les défenses aériennes restaient actives, les équipages veillaient, des missiles étaient tirés à répétition pour stopper des drones dont le coût représentait une fraction de celui des intercepteurs lancés contre eux. Moscou n'attendait plus la prochaine attaque, elle vivait au cœur de celle-ci. Le 2 janvier, tard dans la nuit, les premiers drones ukrainiens se sont approchés de l'aéroport de Vnukovo par le sud-ouest, volant à basse altitude et délibérément lentement. Ce n'était pas un essaim massif, mais une entrée calculée, conçue pour se glisser dans les couloirs aériens civils avant d'être détectés. Lorsque le radar a finalement accroché, les défenses aériennes de Moscou ont réagi instantanément. Des intercepteurs ont été lancés. Le ciel au-dessus de l'aéroport s'est illuminé d'un éclair blanc alors que les premiers drones étaient détruits. Mais l'attaque ne s'est pas arrêtée là. Quelques heures plus tard, un autre groupe a suivi, légèrement décalé en direction et en timing. Les équipages de la défense aérienne n'ont eu aucune chance de se reposer. Les sirènes ont de nouveau retenti. Les vols déjà en approche ont été contraints d'avorter leur atterrissage ou de se dérouter. Les opérations au sol ont ralenti jusqu'à l'arrêt presque total. Vnukovo n'avait pas besoin d'être touché pour être neutralisé. La seule menace suffisait. Le 3 janvier, après minuit, le même schéma s'est reproduit. Nouveau contact de drone, nouvelles interceptions, missile après missile tirés pour arrêter des engins dont le coût était une fraction de celui de la riposte. À présent, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un test, mais d'une pression par la répétition. Chaque engagement épuisait les ressources, mettait les équipages à rude épreuve et attisait la colère au sein de la structure de commandement de Moscou. Le 4 janvier, la situation ne pouvait plus être minimisée. Les unités de défense aérienne autour de Vnukovo avaient été actives pendant plusieurs nuits. Les perturbations de l'aviation civile s'accumulaient. Le sentiment de contrôle sur lequel Moscou s'appuyait s'érodait visiblement. Cette nuit-là, les autorités russes ont émis leur première reconnaissance consolidée. 57 drones ukrainiens avaient été interceptés au-dessus de la région de Moscou depuis le début de l'année. À l'échelle nationale, ce nombre avait déjà atteint près de 440 drones. C'était le premier aperçu officiel de l'ampleur de la situation, et ce ne serait pas le dernier. Car à mesure que le calendrier avançait, les attaques ne ralentissaient pas. Elles s'enfonçaient plus profondément, directement vers le périmètre défensif de Moscou même. Après la pression exercée sur Vnukovo, la direction des attaques s'est déplacée de manière décisive vers l'intérieur, ciblant le périmètre défensif de Moscou même. Le 5 janvier 2026, peu après minuit, des drones ukrainiens se sont approchés depuis plusieurs vecteurs, échelonnés en timing et en altitude. Certains volaient bas pour étirer la couverture radar, d'autres suivaient quelques minutes plus tard, obligeant les opérateurs à rester fixés sur leurs écrans. Les unités de défense aérienne ont engagé le combat à plusieurs reprises. Des intercepteurs se sont élevés, détonnant au-dessus des faubourgs. Le ciel s'est illuminé, les sirènes ont retenti, puis un bref silence avant l'apparition du contact suivant.
Le 6 janvier, les engagements étaient devenus routiniers. Les batteries tiraient encore et encore tout au long de la nuit. Les systèmes radars restaient actifs sans interruption. Les équipages se relayaient sous la fatigue, sachant qu'une pause n'était pas une option. Les déclarations russes continuaient de faire état d'interceptions réussies, mais aucun total actualisé n'a été publié. L'absence de chiffres était en soi révélatrice. Le 7 janvier, l'ampleur de l'opération dépassait clairement les chiffres initiaux reconnus quelques jours plus tôt. Bien qu'aucune mise à jour officielle n'ait été émise, les analystes suivant l'activité de la défense aérienne et les lancements de missiles estimaient que des dizaines de drones supplémentaires avaient été engagés autour de la capitale depuis le 4 janvier seulement. Le compte réel était presque certainement significativement plus élevé que les derniers chiffres annoncés. Le coût de cette défense n'était plus abstrait. Chaque interception nécessitait des missiles solaires coûtant des centaines de milliers, parfois plus d'1 million de dollars par tir. Selon des estimations prudentes, des dizaines de millions de dollars en missiles intercepteurs auraient pu être dépensés autour de Moscou en moins d'une semaine. Ajoutez à cela le coût du fonctionnement continu des radars, des mesures d'urgence pour l'aviation et du déploiement ininterrompu de personnel. Et le bilan financier grimpait encore plus haut. C'était le déséquilibre qu'exploitait l'Ukraine. Des drones bon marché et remplaçables imposant une posture défensive coûteuse et irremplaçable. Le périmètre intérieur n'a pas cédé, mais il a été contraint de combattre chaque nuit sans répit. Et le 7 janvier, l'absence de chiffres officiels actualisés suggérait un problème plus profond. L'ampleur ne cessait de croître et Moscou n'était pas prête à la quantifier publiquement. L'Ukraine ne demandait plus si le bouclier pouvait intercepter. Elle demandait combien de temps ce bouclier pourrait tenir financièrement, mécaniquement et humainement avant que le coup lui-même ne devienne le dommage. Dès la deuxième semaine de janvier, l'impact des attaques ne pouvait plus être mesuré par des explosions ou des débris. Les dégâts que Moscou subissait étaient systémiques et s'accumulaient. Chaque nuit d'interception avait un prix. Des estimations prudentes suggèrent que des dizaines de millions de dollars ont été dépensés en missiles intercepteurs autour de Moscou en moins d'une semaine. Certains intercepteurs de défense aérienne coûtent des centaines de milliers par lancement, d'autres approchent le million. Tirés à répétition nuit après nuit, ils ont transformé la défense en une hémorragie financière. Mais les missiles ne représentaient qu'une partie de la facture. Les réseaux radars fonctionnaient en continu, poussant des systèmes conçus pour une utilisation intermittente vers une opération soutenue. Les cycles de maintenance se sont raccourcis. Les risques de défaillance ont augmenté. Les équipages se relayaient sous l'épuisement, l'écart prolongé devenant la norme. La posture défensive de la ville est passée de la préparation à l'attrition. L'aviation civile a subi son propre choc. Des alertes répétées ont entraîné des restrictions temporaires de l'espace aérien, des déroutages et des immobilisations au sol. Même de courtes perturbations se sont multipliées sur les horaires, les équipages, les coûts de carburant et la logistique. Les aéroports n'avaient pas besoin de fermer définitivement pour subir des pertes. L'incertitude suffisait. Chaque alerte ajoutait des frictions, chaque retard s'aggravait. Le coup psychologique a suivi de près. Les sirènes sont devenues familières. Les éclairs au-dessus de l'horizon n'étaient plus rares. Les habitants ont ajusté leur routine aux alertes qu'ils ne pouvaient ni prévoir ni ignorer. Le sentiment d'isolement de la capitale, l'idée que la guerre se déroulait ailleurs, a commencé à s'éroder. Et pourtant, les attaques ont continué. Le calcul de l'Ukraine était simple et impitoyable. Des drones bon marché, des réponses coûteuses. Des drones remplaçables forçaient une tension irremplaçable sur les systèmes, les budgets et les hommes. Aucune interception isolée ne semblait catastrophique. Ensemble, elles formaient un schéma plus difficile à absorber et à justifier. À présent, les responsables évitaient les totaux actualisés. Les chiffres accusaient un retard par rapport aux événements. L'absence de nouvelles données parlait plus fort que toutes les confirmations possibles. Elle suggérait non pas un contrôle, mais une tentative de contenir le récit. C'était le dommage que l'Ukraine infligeait, non pas des ruines au sol, mais une pression qui se répandait partout ailleurs, sur les bilans, les emplois du temps et les nerfs. Et alors que Moscou payait ce prix chaque nuit, une vérité est devenue inévitable. Une guerre d'attrition ne nécessite pas de destruction. Au-delà du 7 janvier, le schéma était indéniable. Il ne s'agissait plus d'une série d'attaques, mais d'un système broyant un autre système nuit après nuit au-dessus de Moscou. L'approche ukrainienne était d'une efficacité brutale. Des drones à faible coût étaient lancés en séquences répétées, parfois seuls, parfois en petits groupes, toujours espacés pour forcer une réaction maximale. Chaque drone exigeait de l'attention. Chaque contact déclenchait le suivi, la confirmation, l'autorisation et le plus souvent, un tir de missile. L'équation était implacable. Un seul intercepteur peut coûter de centaines de milliers à bien plus d'1 million de dollars, tandis qu'un drone ne coûte qu'une fraction de cela. Multipliez cet échange sur plusieurs engagements par nuit, pendant plusieurs nuits consécutives, et le déséquilibre devient stupéfiant.
Même les estimations prudentes indiquent des dizaines de millions de dollars dépensés uniquement en lancement d'intercepteurs en quelques jours. Mais l'attrition dépassait l'argent. Les stocks de missiles diminuaient. Les cycles de rechargement s'accéléraient. Les batteries de défense aérienne conçues pour une utilisation épisodique étaient contraintes à une préparation au combat continu. Les systèmes radars surchauffaient. Les équipages se relayaient sans véritable récupération. La fatigue s'installait, non pas de manière spectaculaire, mais régulièrement de la manière la plus dangereuse possible. C'était le champ de bataille choisi par l'Ukraine, non pas une frappe décisive, mais un rythme que Moscou ne pouvait interrompre. Chaque interception réussie était toujours considérée comme une victoire défensive, mais chacune approfondissait également la tension. Le bouclier de la ville fonctionnait, mais à un coût qui s'accumulait de manière invisible jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être ignoré. L'attrition ne s'annonce pas, elle se révèle lentement par des pénuries, des retards et des erreurs. L'Ukraine n'avait pas besoin de submerger les défenses, elle avait seulement besoin de les maintenir en état de tir. Et plus cet échange se prolongeait, plus le piège stratégique devenait évident. Moscou ne pouvait cesser de répondre, elle ne pouvait se permettre de rater. Pourtant, chaque réponse rendait la nuit suivante plus difficile, pas plus facile. Au-dessus de la capitale, la guerre s'est transformée en une froide équation. Des drones bon marché dans les airs, des missiles coûteux en réponse, et un système défensif auquel on demandait l'impossible: tenir indéfiniment. Dans des guerres comme celle-ci, la victoire ne vient pas en brisant le bouclier d'un seul coup, mais en le forçant à s'épuiser. À la fin de la première semaine de janvier, la transformation était indéniable. Moscou n'était plus un centre de commandement lointain supervisant une guerre ailleurs, elle était devenue une partie du champ de bataille lui-même. Pendant des décennies, la capitale avait existé derrière des couches d'hypothèses, de distance, de pouvoir et de contrôle. La guerre était une affaire gérée de l'extérieur, absorbée par les régions frontalières et les villes lointaines. Cette hypothèse s'est effondrée alors que les drones ukrainiens forçaient les défenses aériennes à tirer au-dessus de Moscou nuit après nuit. Le bouclier tenait, mais l'illusion non. À ce stade, les autorités russes n'avaient reconnu qu'une portion initiale des engagements. Aucun total officiel actualisé n'a été publié après le 4 janvier. Pourtant, l'activité de la défense aérienne racontait sa propre histoire. Des estimations indépendantes basées sur la fréquence des lancements, l'activité radar et la tension logistique suggéraient que le nombre de drones engagés autour de la capitale avait largement dépassé les premiers chiffres publics. Le compte réel au 7 janvier était presque certainement bien supérieur, se chiffrant en dizaines de plus, voire davantage. Le coût suivait la même trajectoire, avec des intercepteurs allant de centaines de milliers à plus d'1 million de dollars chacun. Les analystes estimaient que l'effort défensif autour de Moscou seulement aurait pu dépasser les 50 à 70 millions de dollars en une seule semaine. Et ce chiffre n'inclut pas les opérations radar, les mesures d'urgence pour l'aviation, ni le coût humain d'une vigilance élevée et soutenue. Mais le dommage le plus profond était symbolique et stratégique. Les sirènes au-dessus de Moscou ont changé la signification de la guerre. Les éclairs de défense aérienne au-dessus des quartiers résidentiels ont modifié la perception du public. La capitale n'était plus isolée. Elle était exposée à la même incertitude qu'elle avait longtemps imposée ailleurs. Chaque alerte érodait le sentiment de permanence et de contrôle dont dépend le pouvoir. L'Ukraine avait compris ce changement. Elle n'essayait pas de s'emparer de territoires ou de détruire des monuments. Elle faisait quelque chose de plus subtil et de plus déstabilisant. Normaliser l'idée que Moscou elle-même pouvait être soumise à une pression, non pas une seule fois, non pas de manière spectaculaire, mais de manière répétée, prévisible et implacable. C'est ainsi que les capitales perdent leur aura, non par effondrement mais par répétition. Alors que les jours passaient sans nouveaux chiffres officiels, le silence devenait plus assourdissant que n'importe quelle annonce. Il suggérait une hésitation et une réticence à chiffrer un problème qui continuait de croître. En temps de guerre, le silence au centre signale souvent une tension aux périphéries. L'Ukraine avait réalisé une inversion stratégique. La ville qui dictait autrefois le rythme de la guerre y réagissait désormais. Chaque nuit, Moscou attendait la prochaine alerte. Chaque matin, elle évaluait le coût de s'être défendue à nouveau. Les attaques n'ont pas mis fin à la guerre, elles ont changé l'endroit où la guerre était ressentie. Et une fois qu'une capitale s'habitue aux sirènes, aux interceptions et à l'incertitude, une réalité s'impose, il n'y a plus de véritable arrière, seulement des fronts qui se rapprochent plus que jamais. Début janvier 2026, le message n'était plus subtil. L'Ukraine n'avait pas besoin d'annoncer une escalade. Le son des sirènes au-dessus de Moscou s'en chargeait. Ce qui avait commencé comme une pression est devenu une routine. Ce qui était autrefois impensable est devenu familier. Les attaques n'ont pas rasé des bâtiments ni redessiné des cartes, mais elles ont redéfini les attentes. Moscou a appris que la distance ne garantissait plus la sécurité et que le pouvoir n'assurait plus l'isolement. Chaque interception avait un coût. Chaque matin calme suivait une nuit tendue. Il ne s'agissait pas d'une frappe unique ou d'un titre dramatique,
mais de persistance, de forcer une capitale à réagir encore et encore jusqu'à ce que la défense elle-même devienne un fardeau. Et c'est le changement plus profond que ce moment représente. Lorsque la guerre atteint le centre, elle modifie la perception de la durée qu'une nation peut endurer. Désormais, la question n'est plus de savoir si Moscou peut se défendre, mais combien de temps elle pourra continuer à en payer le prix.